Dans une maison à Schenectady, New York, un homme se réveille un matin au son de sa fille en train de chanter. Sa femme est déjà dans la cuisine, préparant le petit déjeuner tout en écoutant une émission à la radio. Il descend les escaliers et se laisse emporter par la routine matinale, bien qu'il se sente complètement vidé. Aucune énergie, aucune motivation. Après avoir pris le courrier, il feuillette le journal sans vraiment prêter attention aux demandes de sa fille qui cherche son attention. Après le petit déjeuner, il se rend à la salle de bain. Soudain, le robinet se dérègle et explose presque. Un morceau cassé le frappe au visage, causant une blessure douloureuse. En voyant le sang, sa femme insiste pour qu'il aille à l'hôpital. Là, les médecins recousent la plaie et l'envoient chez un ophtalmologiste, préoccupé par l'apparence inhabituelle de ses yeux. Sur le chemin du retour, il annonce à sa famille qu'il devra passer d'autres examens. Il les rassure en disant que tout ira bien et qu'un plombier viendra réparer le robinet. Sa fille devient curieuse à propos du plombier, alors il lui explique en comparant les tuyaux aux veines du corps, mais dès qu'elle entend le mot sang, elle éclate en larmes. Plus tard, il revoit l'ophtalmologiste, qui ne trouve rien d'anormal et l'oriente vers un neurologue. La vie continue au théâtre, où il participe à une production. Un petit accident survient lors d'une répétition, un élément du décor blesse légèrement une actrice, sans gravité. Après avoir donné quelques consignes à un acteur, ils poursuivent la répétition. Après le travail, il prend rendez-vous chez le neurologue. Ce soir-là, à la maison, il remarque ce qui semble être du sang dans ses selles. Luttant contre ses problèmes de santé et une relation tendue avec sa femme, il accepte d'aller en thérapie familiale. Lors d'une séance, ils essaient de se reconnecter. Pendant la discussion, sa femme admet avoir déjà pensé à sa mort comme un moyen d'échapper à leur mariage et enfin respirer. Ces mots blessent profondément Caden. Peu après, Caden croise Hazel, une employée du théâtre, qui le drague et lui dit être sincèrement impressionné par son scénario. De retour chez lui, il trouve le plombier en train de réparer le robinet. Un peu mal à l'aise, il glisse discrètement dans l'atelier de sa femme pour utiliser son évier comme toilette. Là, il remarque que son urine est brunâtre, mais décide de ne rien dire. Sa femme est complètement absorbée par son travail. Elle doit terminer 2 tableaux pour le lendemain. Elle s'excuse doucement et dit à Caden qu'elle ne pourra pas assister à sa première. Visiblement déçu, Caden cache ses sentiments. Le moment venu, il arrive au théâtre. L'auditorium est bondé et Hazel est assise dans le public. Après la première, en discutant avec les acteurs, Hazel le retrouve et exprime son admiration pour son travail, tout en étant surprise de l'absence de sa femme. Un peu gêné, Caden explique que sa femme prépare une exposition et est débordée. Hazel essaie de détendre l'atmosphère en lui proposant de fumer un joint ensemble, mais Caden décline, avouant que cela le rend agressif. Plus tard dans la soirée, à la maison, Caden trouve sa femme avec une amie proche. Elle avoue être épuisée et regrette de ne pas avoir fini son travail ni assisté à la première. Fier, Caden partage les éloges qu'il a reçus. Les critiques et le public ont adoré. Sa femme et son amie sont sincèrement heureuses pour lui et espèrent voir le spectacle. Pendant ce temps, Hazel visite un quartier où elle cherche une maison et finit par en choisir une qu'elle adore. Sauf qu'il y a un gros problème, elle est sujette aux incendies. Après avoir inspecté la propriété, elle décide que le prix et la maison sont parfaits. Mais la peur de mourir dans les flammes ou de suffoquer la hante. Finalement, la femme de Caden, son amie et ses parents assistent à la première. Quand le rideau tombe, tout le public se lève pour une ovation. Tous sauf sa femme et son amie. Devant le théâtre, alors que le reste de la famille rayonne d'enthousiasme, Caden ne reçoit que des critiques de ceux qui lui sont les plus proches. Le matin suivant, Caden retrouve sa routine familière. Sa fille prend son petit déjeuner, sa femme parle au téléphone avec Maria, et lui souffre d'une nouvelle douleur. En le voyant, Adèle lui annonce qu'elle a décidé de partir à Berlin avec leur fille, Olive. Elle pense que ce sera mieux pour tout le monde de mettre un peu de distance. Caden est bouleversé. Le stress de ce nouveau bouleversement lui provoque une poussée d'eczéma douloureuse. Plus tard, il essaie de parler à Adèle, espérant comprendre ce qui ne va pas, ce qui a pu la décevoir, mais elle ne peut lui donner que des phrases vagues et des excuses. En larmes, elle lui demande de reporter la conversation à son retour. Resté seul, Caden sombre dans la tristesse. Il regarde une publicité dans laquelle il joue le rôle d'un père de famille heureux. Désespéré de se distraire, il commence à nettoyer toute la maison avec une brosse à dents. Lors d'une séance de thérapie, il essaie d'affronter sa solitude. Voyant à quel point il est troublé, la thérapeute lui propose de lui vendre tous ses livres, promettant qu'ils l'aideront à guérir. Quelque temps plus tard, Caden consulte un dentiste, inquiet pour ses dents. Le dentiste ne trouve rien d'évident et le renvoie à un spécialiste des gencives. Ce soir-là, Caden appelle Adèle, mais elle ne l'entend pas à cause d'une fête bruyante et lui demande de rappeler plus tard. À peine a-t-il raccroché qu'il fait une crise d'épilepsie, son corps convulsant de manière incontrôlable. Il réussit tout de même à appeler une ambulance. Assis dans la salle d'attente de l'hôpital, il feuillette un magazine et tombe sur une interview de sa femme, souriante et rayonnante de bonheur. Finalement, le médecin l'appelle et lui explique que Caden a eu une crise d'épilepsie et qu'il pourrait perdre certaines facultés. Un traitement est possible, mais sans garantie d'efficacité. De retour au travail, Caden croise Hazel. Elle le drague à nouveau et il décide de l'inviter à prendre un café. Au café, elle l'invite chez elle, convaincue qu'il est désormais célibataire. Cela fait 1 an qu'Adèle est partie, mais Caden a l'impression que ce n'est arrivé que la semaine dernière. Hazel lui rappelle que ce n'est pas le cas. Après ces paroles, il accepte et ils se rendent dans une maison envahie par les flammes. À l'intérieur, enfumée, elle prépare des cocktails et continue de le séduire. Leur soirée se prolonge jusque tard dans la nuit, mais au dernier moment, Caden recule. Il ne peut pas lui donner ce qu'elle veut. Sa santé fragile ne le lui permet pas, et il est encore marié avec une fille.
Hazel est profondément blessée par son rejet. Les larmes aux yeux, elle se détourne et lui demande de partir. Quelque temps plus tard, Caden reprend contact avec Hazel. Sa santé s'est détériorée, mais elle est encore blessée et hésite à lui parler. Les jours se confondent alors qu'il suit sa routine, écoutant souvent d'anciens messages vocaux d'Adèle, qui lui donnent des nouvelles de leur fille. Puis, un jour, il reçoit une lettre annonçant qu'il a reçu la prestigieuse bourse MacArthur 2009. Lors d'une séance de thérapie, il partage cette excellente nouvelle avec sa psychologue. Elle est sincèrement ravie pour lui et lui demande ce qu'il compte faire de la subvention. Caden rêve de créer quelque chose de grand, de beau et de complexe, un projet qui reflète pleinement qui il est. La bourse MacArthur est surnommée la bourse du génie, et il est bien décidé à être à la hauteur. Sans perdre de temps, il se rend à New York pour chercher des lieux pour son projet. On lui présente un immense hangar qui abritait autrefois un théâtre shakespearien. Après avoir visité les lieux, Caden comprend aussitôt que c'est exactement ce qu'il cherchait. Il décide de revoir Hazel pour lui exposer sa vision. Il planifie un projet ambitieux et de grande envergure qui nécessitera une équipe talentueuse, et il propose à Hazel le poste d'assistante personnelle. Bien qu'encore en colère et incertaine de vouloir s'impliquer, elle l'écoute. Au dîner, le comportement de Caden semble étrange, mais il s'avère qu'il la guide à travers des exercices thérapeutiques soigneusement planifiés. Chez lui, Caden découvre le journal intime d'Olive. Une page révèle que sa couleur préférée est le rose. Sans hésiter, il achète une grande boîte rose pour l'envoyer à sa fille, un petit geste mais chargé de sens. Plus tard, Caden organise des auditions pour sa nouvelle production. Certains acteurs sont des visages familiers avec qui il a déjà travaillé. Il leur lit un passage puissant sur la mort. Claire est captivée à la fois par le concept et par la vision de Caden. Ce soir-là, Hazel et Caden dînent dans un café où Hazel tombe par hasard sur Claire, qui devait justement rencontrer Caden. Il est assis à une table voisine. Quand Hazel le rejoint, la rencontre avec l'ex-petite amie du metteur en scène est un peu tendue. Pour détendre l'atmosphère, Claire oriente la conversation vers son futur rôle, curieuse d'en savoir plus sur son personnage. Caden avoue ne pas encore avoir tous les détails, mais promet qu'ils le développeront ensemble. Claire demande ensuite des nouvelles d'Hazel, toujours caissière au théâtre, et se demande si elle ne voudrait pas essayer de jouer. Caden est d'accord et promet d'en parler à Hazel. Après le dîner, Caden raccompagne Claire chez elle. En chemin, elle lui confie que sa mère est décédée la veille. Il lui présente ses condoléances et fait de son mieux pour la réconforter. Quelque temps plus tard, Caden assiste aux funérailles. Leur lien se renforce, menant finalement au mariage. Caden se plonge entièrement dans les répétitions de sa pièce, qui implique un grand nombre d'acteurs. Il guide et entraîne chaque personne avec soin. Après le travail, il rentre chez lui où Claire et leur fille, Ariel, l'attendent. Claire est visiblement bouleversée. Elle joue toujours dans la pièce, mais se sent frustrée que Caden la traite différemment au travail qu'à la maison. Un soir, Caden feuillette un magazine et tombe sur une photo d'Olive, la première enfant au monde à avoir un tatouage sur tout le corps. Cette nouvelle choquante le terrifie, et il devient déterminé à retrouver immédiatement sa fille. Claire tente de le calmer, insistant sur le fait que ce n'est pas grave et que les tatouages sont courants. Elle se retourne et révèle un tatouage couvrant tout son dos, mais Caden reste sceptique et part malgré tout. Dans l'avion, Caden lit un livre écrit par sa psychologue. Soudain, il tombe sur un passage étrange où elle écrit qu'elle sera toujours à ses côtés. Jetant un coup d'œil vers la rangée voisine, il est stupéfait de voir sa médecin assise là. Curieux, il l'interroge sur le passage, mais au lieu de répondre, elle tente de le séduire. Il résiste et continue à lire. Il est choqué de découvrir que le livre décrit exactement le moment qu'ils sont en train de vivre. Puis, juste au moment où les choses atteignent leur paroxysme, le livre s'arrête brutalement. Arrivé à Berlin, Caden cherche Olive. Il visite l'exposition d'art de son ex-femme, espérant obtenir une adresse, mais elle refuse. Frustré, il se rend dans un café où Marie le retrouve. Elle vit avec son ex-femme, son nouveau mari et Olive. Marie lui dit qu'ils ne veulent pas de lui dans leur vie. Furieux, Caden insiste sur son droit de voir sa fille, surtout depuis que Marie a tatoué Olive alors qu'elle n'avait que 4 ans, lui laissant des cicatrices. Marie lui rappelle qu'Olive a maintenant presque 11 ans, mais cela ne l'apaise pas. Dans un accès de rage, il se met à frapper. D'une manière ou d'une autre, Marie se libère et s'enfuit. Caden la poursuit. Il se glisse dans une ruelle et aperçoit la boîte rose qu'il avait envoyée à Olive. La serrant contre lui, il s'effondre en larmes. La tension est trop forte pour son cœur. Il s'effondre et est transporté d'urgence à l'hôpital, où il est examiné puis renvoyé chez lui. De retour au théâtre, Caden se replonge dans la production. Chaque centimètre du gigantesque hangar est rempli de décors et de matériel pour le nouveau spectacle. Claire et Ariel apparaissent dans une scène, et Claire n'hésite pas à lui faire savoir à quel point elle est malheureuse. Après le travail, Caden rend à nouveau visite au médecin. Il a commencé à ressentir un étrange tremblement dans la jambe. Mais même après l'examen, le médecin ne peut pas établir de diagnostic précis. Plus tard, alors qu'il marche dans les rues de New York, Caden tombe sur Hazel. Elle est resplendissante avec une nouvelle coupe de cheveux. Elle est en ville pour de courtes vacances avec son mari et ses enfants. Pendant que son mari et ses fils visitent un musée, elle a décidé d'aller faire du shopping. Caden mentionne qu'il a lui aussi une fille, Ariel, mais qu'elle et Kay vivent séparément de lui. En apprenant où Hazel et sa famille logent, Caden s'y rend discrètement et les observe à distance. Après le départ de Hazel, de ses enfants et de son mari, il sort sur le balcon commun, prêt à sauter du toit. Mais l'un des hommes l'arrête juste à temps, évitant une tragédie. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Caden lit le journal intime de son ex-femme. Dans ses écrits, Adèle admet que Marie est un bien meilleur père que Caden. Elle écrit qu'il est toujours ivre ou malade, et qu'elle ne peut que le plaindre.
Ces mots frappent Caden en plein cœur et le poussent à une profonde réflexion. Le lendemain matin, il se rend directement chez Claire et lui demande s'ils peuvent revivre ensemble, mais il fait une grosse erreur, il confond le nom de leur fille et appelle Ariel, Olive. Malgré cela, Claire l'accepte et ils ravivent leur relation. Un jour, Caden apprend que son père est décédé. Il avait un cancer et ses derniers jours ont été extrêmement difficiles. Son père avait demandé à le voir avant de mourir. Caden et sa famille assistent aux funérailles. Il fait ses adieux à son père et reçoit les condoléances des proches. Pendant ce temps, sa propre santé continue de décliner. Lors de la veillée funèbre, il s'éclipse aux toilettes et essaie d'appeler Hazel, mais elle n'est pas chez elle. Après un certain temps, Caden décide de lui rendre visite. Elle vit toujours dans cette maison brûlée. Il lui demande conseil. Il est complètement perdu et ne sait plus quoi faire. Il aimerait qu'elle le regarde comme avant. Il sait que c'est lui qui a tout gâché. Hazel a de la peine pour lui, mais elle ne peut rien arranger. Elle a un mari qu'elle aime. Il doit l'accepter et avancer dans sa propre vie. Accablé, Caden rentre chez lui et continue à lire le journal d'Adèle. À travers ses écrits, il devient évident qu'il y avait quelque chose entre elle et Marie qui allait au-delà de l'amitié. En marchant dans les rues de la ville, le cœur lourd, Caden remarque une publicité pour un club de danse avec une fille portant les mêmes tatouages que sa fille. Il entre dans une salle privée avec une vitre et voit une femme adulte nue, couverte de tatouages identiques à ceux d'Olive. Complètement désorienté, il croit que c'est sa fille et tente d'attirer son attention, mais elle ne l'entend pas et continue de danser. Ses cris attirent les agents de sécurité, qui le forcent à sortir. Des années plus tard, Caden est toujours absorbé par sa production. Lors d'une réunion de répétition, les acteurs décident de découvrir quand le public finira enfin par arriver. Cela fait 17 ans que les répétitions ont commencé, et leur frustration est à son comble. Le metteur en scène comprend leur déception et réalise qu'il lui faut un acteur pour jouer son propre rôle, afin de capturer pleinement le poids de ses désillusions et de son sentiment d'inutilité. Pour aider l'acteur à le représenter de façon authentique, Caden s'assoit et rédige des notes détaillées retraçant les moments clés de sa vie. Quelque temps plus tard, Hazel l'appelle, bouleversée d'avoir été renvoyée. Elle avait enfreint une règle de la cantine de l'école chrétienne, elle ne s'était pas lavé les mains. Son mari l'avait convaincue d'accepter le poste, même si elle ne partageait pas cette foi. Hazel lui demande s'il y aurait un autre travail disponible. Après réflexion, Caden lui propose un poste d'assistante, qu'elle accepte. Lorsqu'elle arrive au studio, elle aide à organiser les auditions pour le rôle du metteur en scène lui-même. Un des candidats, Sami, impressionne immédiatement Caden. Il imite parfaitement sa manière de parler et ses gestes, et dit même à Hazel exactement ce que Caden penserait. Impressionné, Caden attribue à Sami le rôle. Sami devient rapidement l'ombre de Caden, le suivant partout, observant comment il vit, mange, boit, parle, et même comment il va aux toilettes. Pour que Sami puisse pleinement incarner le rôle, Cadence suggère qu'il emménage avec qui et vive avec elle. Bien qu'hésitante, elle accepte. Ensemble, les deux hommes se tiennent sur le balcon de l'appartement, surplombant la ville miniature construite dans le studio. Ils réfléchissent à Adèle et à leur vie passée. Plus tard, Caden visite une exposition consacrée aux peintures miniatures de sa femme. Il étudie attentivement la collection, s'arrêtant devant une œuvre représentant Adèle elle-même. Ensuite, il retourne à l'appartement, aménagé comme si Adèle y vivait encore avec son mari, un lit défait, un mot sur la table, et une sensation de sa présence partout. Après avoir passé la nuit sur place, Caden retourne chez Claire. Elle est furieuse qu'il soit resté dehors toute la nuit et exige de savoir où il était, mais il les conduit. Les répétitions continuent au studio. L'interprétation de Caden par Sami est parfaite, mais Claire ne l'apprécie pas. Elle exige qu'il soit renvoyé. Le metteur en scène ne comprend pas son objection, Sami offre une performance remarquable. Pendant une pause, Sami propose de donner un rôle à Hazel, affirmant qu'elle saurait capturer le personnage de Caden encore mieux. Après réflexion, Caden accepte. Il se retrouve à nouveau dans l'appartement d'Adèle, y passant le temps comme autrefois. Avant de partir, il laisse un mot à son ex-femme, lui annonçant qu'il a reçu la bourse MacArthur et travaille sur une nouvelle production, honnête, brute et pure. Les répétitions avec Sami et Claire continuent. Lors de l'une d'elles, Sami, dans le rôle de Caden, avoue que la nuit, il se faufile dans l'appartement d'Adèle pour le nettoyer. À ce moment précis, l'actrice incarnant Hazel entre sur le plateau. C'est la goutte d'eau pour Claire. Elle n'en peut plus. Elle décide de quitter la pièce. Mais cela ne s'arrête pas là. Elle quitte aussi le véritable Caden, lui demandant de faire ses valises et de quitter leur véritable appartement. Caden tente de la suivre, désespéré, mais elle est déjà partie. Plus tard, il récupère ses affaires et lui dit au revoir, mais Claire ne le remarque presque pas. Elle est totalement absorbée par la préparation d'un nouveau rôle qu'on lui a proposé en dehors de l'univers du théâtre de Cadence. Caden se replonge dans son projet. Déterminé à créer quelque chose de réel, de significatif, il décide de construire une ville entière à partir de rien. Quelques jours plus tard, il retourne à l'appartement d'Adèle, y trouve un modèle et fouille les affaires d'Olive. Parmi elles, il découvre son journal intime. Il y trouve une vérité dévastatrice, Olive est en train de mourir. Le décor de la pièce ne cesse de grandir, évoluant en une ville entièrement fonctionnelle, avec maisons, rues, magasins et cafés. Cela devient trop réel. Bientôt, Caden commence à halluciner une Olive adulte, fragile et mourante. Il se retrouve à son chevet à l'hôpital. Des machines l'entourent pour la maintenir en vie. Elle lui révèle qu'elle meurt d'une infection causée par les tatouages. Furieux, Caden accuse Adèle et Maria. Il a passé des années à chercher Olive, seulement pour qu'elle la lui cache. Mais Olive prend la défense de Maria. Elle lui renvoie son passé en pleine figure, ses soi-disant erreurs, son homosexualité. Elle a vécu la même chose. Maria avait été sa compagne,
la première à lui faire découvrir son propre corps, à l'aider à se comprendre. Ces paroles ne font qu'alimenter la colère de Caden. Olive exige qu'il s'excuse, pas seulement pour l'avoir quitté, mais pour avoir abandonné la famille afin de poursuivre un homme nommé Eric. Accablé par le poids de tout cela, Caden finit par s'excuser, mais Olive rejette ses excuses et, quelques instants plus tard, elle meurt. Engourdi, Caden erre dans une exposition d'art, puis déambule dans la ville qu'il a construite pour sa pièce, des rues factices, des maisons factices, des vies factices. Il finit par retourner dans l'appartement d'Adèle, où il frotte le sol, prisonnier de sa boucle sans fin. Samy s'immerge tellement dans le rôle de Caden qu'il ne sait plus où le personnage s'arrête et où lui-même commence. Il arpente les rues en donnant des ordres aux acteurs et aux techniciens, complètement perdu dans son rôle, tandis que le vrai Caden le suit silencieusement, observant. À un moment donné, Caden réalise quelque chose d'encore plus étrange, Samy a engagé un acteur pour jouer Samy. Cette révélation le laisse confus et troublé. Pendant ce temps, Caden continue de s'investir corps et âme dans sa production. Il construit de nouveaux décors, embauche toujours plus d'acteurs, étendant sans cesse ce monde étrange qu'il a créé. Il cherche encore le titre parfait pour sa pièce, mais rien ne lui semble juste. Un jour, il engage une femme de ménage pour s'occuper de l'appartement d'Adèle. Avec le temps, Caden remarque que Samy flirte avec la vraie Hazel, et cela le ronge. Il tente de raisonner Samy en lui disant que s'il veut flirter, il devrait le faire avec la fausse Hazel, pas la vraie. À ce moment précis, Caden reçoit un appel de la police, sa mère a été tuée lors d'un cambriolage. Il assiste aux funérailles, reconnaissant que la fausse Hazel est venue le soutenir dans un moment si douloureux, mais au fond de lui, il aurait préféré que la vraie Hazel soit là. Elle est trop occupée. Caden a même appelé son mari, mais celui-ci lui a dit qu'elle ne rentrerait pas avant tard. Plus tard, une des actrices laisse échapper que Hazel dîne avec Samy. Caden se réfugie dans la salle de bain et l'appelle, mais encore une fois, elle ne répond pas. Après le départ des invités, Caden montre la chambre de ses parents à la fausse Hazel, mais il est horrifié par ce qu'il découvre, la pièce est encore couverte de sang. Personne n'a jamais nettoyé après le drame. Il finit par installer un lit pour la femme dans sa chambre et prend le canapé du salon, mais elle le convainc de rester avec elle pour faire l'amour. Il n'hésite pas à allonger à ses côtés, il lui confie à quel point il se sent seul, perdu, incapable même d'expliquer ce qui lui arrive. Le lendemain matin, en route pour le théâtre, la femme le taquine, disant qu'il n'aurait probablement pas dû autant boire la veille. Au théâtre, Samy continue d'incarner pleinement Caden. Lors d'une répétition, la fausse Hazel propose de modifier son personnage, mais la vraie Hazel rejette immédiatement l'idée, observant la tension monter entre les deux femmes. Caden prend le parti de l'actrice et approuve les changements. Plus tard, il confronte Hazel, lui demandant ce qu'elle peut bien trouver à Samy. Il lui dit franchement que Samy n'est pas fait pour elle. Même Tammy est d'accord, mais Hazel l'écarte d'un revers. Elle dit que Samy est gentil, simple, et qu'après tout ce qu'elle a vécu avec son mari, elle en a assez d'être freinée. En entendant cela, Caden suggère à moitié en plaisantant de renvoyer l'acteur qui joue Derek. Hazel lève les yeux au ciel avec sarcasme, qualifiant cela de geste si romantique. Mais si Caden veut vraiment l'aider, elle dit qu'il devrait plutôt renvoyer Tammy, l'actrice qui la joue. Hazel insiste, Tammy ne lui ressemble en rien et ne comprend pas son rôle. La réaction d'Hazel déstabilise Cadence. Dans un moment d'honnêteté, il avoue avoir couché avec la fausse Hazel. Cette révélation bouleverse Hazel. Tentant de réparer la situation, Caden finit par lui avouer ses sentiments. À sa grande surprise, elle ressent la même chose. Ils s'embrassent, mais l'instant est brisé lorsque Samy les voit. Dévasté par le rejet de Hazel, incapable de supporter la douleur, Samy grimpe à une hauteur dangereuse et se jette dans le vide, mettant fin à ses jours devant tout le monde. Après les véritables funérailles, Caden organise une cérémonie symbolique pour le faux Samy dans la ville-théâtre. Après une répétition, Hazel lui propose d'emménager avec elle dans la maison en feu. Il fait ses valises et, enfin, ils commencent à vivre ensemble comme cela aurait dû être dans leur jeunesse. Un soir, Caden finit par lui révéler le titre de sa pièce. Après tout ce temps, il l'a enfin trouvé. Mais leur bonheur est de courte durée. Peu après, Hazel meurt. Ses poumons lâchent à cause de l'exposition constante au monoxyde de carbone. Brisé par le chagrin, Caden lui envoie des messages vocaux, incapable d'accepter qu'elle soit vraiment partie. Mais il finit par se ressaisir et retourne travailler sur sa pièce, s'accrochant à l'espoir qu'un jour, il la terminera. Alors que les répétitions continuent, Caden demande à son assistante de trouver des remplaçants pour lui et Hazel. Une actrice, initialement engagée pour jouer la concierge dans l'appartement d'Adèle, l'entend. Elle avoue qu'elle rêve de passer une audition pour le rôle de Caden, un choix peu conventionnel, mais elle pense le comprendre mieux que quiconque. Cadence est déjà mort, dit-elle doucement. Il existe quelque part entre la paralysie et la résistance. Toute sa vie tourne autour du temps, mais il s'est perdu en lui. Jusqu'à récemment, il luttait pour trouver un sens, mais maintenant, il est bloqué. Ces mots touchent Caden en plein cœur. Profondément ému, il lui donne une chance. Elle prend la relève comme nouvelle metteuse en scène, dirigeant avec assurance tout le projet. En l'observant travailler, Caden décide de ne pas intervenir. Il écoute un monologue brut et déchirant prononcé par un acteur, et pour la première fois depuis longtemps, il aime ce qu'il voit. Plus tard, Caden confie à la nouvelle directrice qu'il est à court d'idées. Elle lui propose de prendre le relais complètement afin qu'il puisse se reposer. Son assistante approuve, lui assurant qu'une pause lui fera du bien. À contre-cœur, Caden accepte, bien qu'il déteste l'idée de ne rien faire. C'est alors qu'elle lui suggère d'endosser le rôle du concierge. C'est un petit rôle, sans pression, qui ne demande pas beaucoup d'énergie. Après réflexion, il accepte. Après tout, il trouve un certain réconfort dans le ménage. Désormais, Caden n'est plus qu'un acteur.
Il nettoie l'appartement de son ex-femme. Un jour, une actrice lui tend une oreillette. Dès qu'il la met, il entend la voix de la nouvelle Caden. Désormais, elle lui dira quoi faire et il devra suivre toutes ses instructions. Avec le temps, la santé de Caden se dégrade. Il sort à peine du lit, prend une quantité de médicaments et son cœur est constamment surveillé. La voix dans son oreille lui rappelle les choses importantes de sa vie, et aussi de la sienne. Elle évoque une sortie pique-nique avec sa mère quand elle était enfant, et la promesse qu'un jour, elle y retournerait avec sa propre fille. Ces mots ravivent en Caden des souvenirs d'Olive et d'Adèle. Un jour, la voix de la directrice lui ordonne de prendre une note sur la table de nuit. Elle annonce qu'Adèle est décédée la veille d'un cancer du poumon. La voix lui demande de se rappeler quand il posait pour sa femme, de se souvenir de la façon dont elle l'appelait, beau, et combien elle lui manque aujourd'hui. Puis, elle lui dit de se lever. En regardant autour de lui, il remarque une photo de la mère de la directrice. Plus tard, Caden se réveille en sursaut à cause d'un bruit fort. Dans le couloir, il croise une actrice qui lui dit que l'ascenseur est en panne. Les jambes tremblantes, il descend à pied depuis le 30e étage. Dehors, la ville est en ruine. Les décors se sont effondrés. Les magasins et cafés sont fermés, et tous les acteurs sont morts. En marchant dans la rue, la voix dans son oreille lui parle doucement mais fermement, lui rappelant que tout ce qu'il pensait autrefois important, ses rêves, ses espoirs, son amour a disparu. Sa vie a perdu son sens et sa forme, et il n'est plus différent de quiconque, se dissolvant dans un rêve sans fin fait de solitude, de perte et d'oubli. Apercevant une voiturette de golf, il monte et roule sans but. Dans une rue, il aperçoit la silhouette d'une femme. Il regarde autour de lui, la route vide, et lui demande où sont passés tous les autres. Calmement, elle répond que la plupart sont morts, et que les autres sont partis. Épuisé et seul, Caden lui demande si elle veut bien s'asseoir avec lui un instant. Ils s'assoient ensemble sur un vieux canapé à proximité. En parlant, Caden réalise qu'elle lui semble familière. Elle lui explique qu'elle jouait la mère dans le rêve d'Hélène. Il lui dit qu'elle a l'air plus âgée que dans ses souvenirs, puis, poussé par la voix dans son oreillette, s'excuse rapidement de peur de l'offenser. Réfléchissant à la vie, Caden dit que les appartements sont remplis des rêves et pensées d'étrangers qu'il ne connaîtra jamais. Il avoue qu'il n'a jamais emmené sa fille à ce pique-nique promis, et qu'il a l'impression de l'avoir déçue. La femme le réconforte en lui disant qu'elle est fière de lui. La voix dans son oreille lui suggère de demander s'il peut poser sa tête sur son épaule. Il le fait. Elle accepte, et il lui murmure qu'il l'aime. Elle répond qu'elle l'aime aussi. Soudain, Caden a le sentiment qu'il sait enfin comment terminer sa pièce. Une nouvelle idée prend forme, mais la voix dans l'oreillette l'interrompt avec une dernière indication de mise en scène, meurt.